Merci. On va passer à la séquence suivante, donc, avec Marie Barbaro, chargée de projet sur le droit au séjour à la CIMAD Île-de-France, et Claudia Charles, chargée d'études au GISTI. Qui de vous deux commence? Bonjour, je vais démarrer l'intervention. D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Marie Barbaro. Comme vous le disiez, je suis chargée de projet sur la thématique du droit au séjour pour la CIMAD Île-de-France. Concrètement, ça veut dire que je soutiens l'action des bénévoles, puisque la CIMAD est principalement un mouvement bénévole qui assure des permanences juridiques en Île-de-France en droit des étrangers. Aujourd'hui, avec Claudia, on va essayer de vous faire un tour d'horizon le plus clair et le plus succinct possible à la fois des dernières dispositions législatives en droit des étrangers. Euh, L'idée, ça va être d'articuler les dispositions qui concernent la dernière loi qui est entrée en vigueur le 26 janvier 2024 et les textes d'application qui ont suivi, ainsi que les circulaires du ministère de l'Intérieur puisque comme dans d'autres domaines du droit, l'infradroit que constituent les circulaires ont un impact en réalité très important dans la pratique administrative et donc dans la vie des personnes. Donc, il va beaucoup s'agir enfin, d'exemplifier et de préciser ce que représentent les dernières circulaires en droit des étrangers. Euh, les trois grandes dynamiques dont Claudia et moi allons parler aujourd'hui, c'est à la fois le rétrécissement des voies de régularisation, et là on va voir tout l'impact justement des dernières circulaires. Je vais vous dire aussi un mot du renforcement des mesures de bannissement, plus connues sous le nom de mesures d'éloignement ou d'OQTF. On va également en dire un mot. Et Claudia vous parlera de la troisième dynamique, à savoir le relèvement des critères d'intégration qui passent par la maîtrise de la langue française et donc des niveaux de langue exigés pour la délivrance et le renouvellement de certains titres de séjour. Donc, pour commencer par vous dire un mot sur la dynamique de rétrécissement des voies de régularisation, peut-être dire en préambule que, au-delà du contenu législatif en tant que tel, le rétrécissement des possibilités de régularisation, il a aussi lieu par le biais de deux dynamiques principales qu'on voudrait souligner aujourd'hui. C'est à la fois la dématérialisation des procédures en droit des étrangers, euh, dématérialisation qui a un impact direct sur l'impossibilité pour bon nombre de personnes d'accéder à leurs droits et donc de se régulariser, de régulariser leur situation. Donc c'était important pour nous de signaler que le fonctionnement même de l'administration, au-delà du contenu législatif, est en soi un frein à la régularisation de bon nombre de personnes. Et évidemment, l'autre dynamique à ce titre sur le fonctionnement de l'administration qui se révèle être un frein, c'est le manque de moyens qui se traduit par des délais d'attente extrêmement importants. Le manque de moyens n'est pas du tout l'apanage de l'administration qui gère le droit des étrangers. On en est bien consciente, mais c'est important de le signaler. On a plusieurs préfectures en Île-de-France qui actuellement n'ont plus aucun agent dans les services chargés de la régularisation, notamment au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, on va y revenir, mais c'est des situations extrêmement préoccupantes. Voilà, il y a une préfecture notamment dont on ne citera pas forcément le nom parce que c'est pas là l'intérêt, mais c'est pour exemplifier le fait que ce manque de moyens dont on parle, il est particulièrement criant dans l'administration chargée d'étudier les demandes des personnes étrangères actuellement. Donc ça, c'était ce petit préambule concernant les dynamiques, je dirais, autour des changements législatifs en tant que tels, dont on va maintenant parler. La régularisation, peut-être que c'est un terme qu'on entend et qu'on utilise très fréquemment pour redire concrètement de quoi il s'agit. C'est simplement de passer d'une situation irrégulière en France à une situation régulière. La voie normale telle qu'elle est définie par le ministère de l'Intérieur, c'est que la régularisation se fait au moment où on demande un visa avant de s'installer en France. Ces personnes-là sont l'immigration qui est choisie par le ministère de l'Intérieur et par les, les ambassades à l'étranger, ne représentent pas évidemment la grande majorité des personnes qui nous sollicitent, nous, à la CIMAD, puisque la régularisation concerne aussi les personnes qui sont actuellement sur le territoire et qui n'ont pas de titre de séjour.
et qui vont demander à ce que leur situation soit régularisée. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas forcément entrées sans visa, mais elles sont entrées avec un autre visa, un visa qui a expiré, qui ne s'est pas renouvelé. Bref, tout un tas de situations, elles sont aujourd'hui en situation irrégulière et elles vont solliciter un changement de ce statut. Il y a des personnes qui vont rentrer dans des catégories qu'on appelle de plein droit. C'est des situations assez stables et établies par le droit. C'est, pour vous donner un exemple concret, par exemple, les familles de Français, les personnes qui deviennent parents d'un enfant français, vont entrer dans une catégorie de régularisation qui n'est pas évidente, mais qui est relativement stable et qui ne fait pas l'objet du rétrécissement dont on parle aujourd'hui, même si, évidemment, les dynamiques dont on parlait juste avant les concernent aussi. Euh, Ce n'est pas l'objet à la fois médiatique et politique qui est le plus prégnant aujourd'hui. Les personnes qui font l'objet du, du, des phares médiatiques et politiques, c'est les personnes qui n'entrent pas dans ces catégories assez stables du droit et qui vont demander une régularisation de leur situation selon une procédure qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Donc, pour dire les choses assez simplement, l'admission exceptionnelle au séjour, pardon, va concerner tout un ensemble de personnes qui sont en France depuis plusieurs années, qui y sont intégrées à plusieurs titres, privés, familiales, souvent exercent une activité professionnelle et vont demander à ce titre, au titre de leur intégration en France, que leur situation soit examinée et qu'ils soient régularisés. Cette admission exceptionnelle au séjour, elle est discrétionnaire, c'est-à-dire c'est que chaque préfecture a toute latitude pour accepter ou refuser ces titres de séjour, toute latitude dans un ensemble de consignes quand même qui leur sont données. Ces consignes, elles passent justement par voie de circulaire. C'est les fameuses circulaires dont on parlait en introduction. Une circulaire qui concernait ces voies de régularisation et qui était plutôt connue était la circulaire Valls, qui a fonctionné entre 2012 et 2025. La circulaire Valls n'avait pas de valeur juridique comme toute circulaire n'avait pas de valeur normative forte, mais agissait comme un guide, comme un ensemble de consignes plus ou moins respectées, mais en ce qui s'agit de nous, de là d'où on parle en Île-de-France, qui était plutôt respectée, et qui fixait tout un tas d'exemples de situations dans lesquelles une personne en situation irrégulière pouvait solliciter sa régularisation au bout de tant d'années de présence, de tant d'années de scolarité pour ses enfants, par exemple, ou de tant d'années dans l'emploi pour les personnes qui allaient présenter plutôt une insertion professionnelle. Donc, cette circulaire Valls, elle avait, avec le temps, acquis une certaine, je dirais pas autorité, mais une certaine stabilité de fonctionnement. Et donc, un des derniers changements importants qui a eu lieu l'année dernière, c'est l'abrogation de cette circulaire et l'entrée en vigueur d'une nouvelle circulaire dite circulaire Retailleau, qui a largement durci les critères de l'admission exceptionnelle au séjour. Donc cet ensemble de consignes qui étaient avant régies par la circulaire Valls sont désormais déjà beaucoup moins exemplifiées. La circulaire Valls faisait plusieurs pages et donnait tout un tas de situations finalement assez précises. Là, on est sur un texte beaucoup plus court qui va majoritairement relever le nombre d'années de présence en France exigé comme étant un minima d'intégration en France pour solliciter une régularisation de sa situation. Donc, on était avant sur une moyenne de 5 ans de présence en France, on va passer à 7 ans de présence en France. L'esprit de cette circulaire, c'est aussi de donner un très large coup de frein à ce qu'on appelait la régularisation au titre du travail, ou la régularisation travail, ou l'AES travail, ça dépendait de la terminologie utilisée, mais en clair, c'était toutes les personnes qui étaient sans papier, mais étaient dans l'emploi. C'est une situation qui est assez absurde et assez difficile à comprendre, puisqu'on sait que elle s'articule autour de l'ambivalence entre une illégalité une illégalité pardon, qui naît du fait qu'une personne sans titre de séjour n'a pas le droit de travailler en France, mais par ailleurs, la régularisation au titre du travail leur permettait de solliciter un titre de séjour. Donc, c'est une ambivalence qui est née des bras de fer entre les organisations patronales, la réalité qui est que des milliers de personnes sans papier sont employées en France.
voilà, donc cette contradiction, cette ambivalence a donné lieu à cette procédure assez difficile à comprendre, puisque assez paradoxale. Mais donc, pour revenir aux effets de la circulaire Retailleau, cette régularisation par le travail est largement freinée, ce qui était auparavant possible pour certaines personnes, c'est-à-dire présenter un dossier avec en moyenne 5 ans de présence en France et 3 années dans l'emploi, n'est plus possible aujourd'hui. Et l'esprit de la circulaire, c'est de se recentrer sur un dispositif qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. C'est un des autres textes dont on voulait vous parler aujourd'hui. L'admission exceptionnelle au titre des métiers en tension, c'est un dispositif, là encore, discrétionnaire. Donc, il n'y a aucune automaticité dans le fait de remplir les conditions et d'obtenir un titre de séjour. Il y a toujours cette latitude d'appréciation par les préfectures. Mais l'idée, c'est que des personnes qui occupent un emploi salarié, un emploi qui est parmi les emplois qui sont fixés par un arrêté interministériel et étant catégorisés comme en tension, vont pouvoir vont pouvoir soumettre un dossier de demande de régularisation et voir leur demande plus favorablement examinée que si elles présentaient une insertion professionnelle dans un métier qui n'était pas en tension. Donc, c'est un dispositif qui a fait pas mal de bruit médiatiquement, à la fois parce que il a été présenté par le législateur comme étant une facilitation de pouvoir présenter un dossier de régularisation, puisque contrairement à la procédure qui était en vigueur auparavant, l'employeur n'a plus à être directement au soutien de la demande, comme c'était le cas avant. Donc, ça a été présenté comme une perspective d'autonomisation pour les personnes. C'est assez relatif dans la réalité de la procédure. Et ça a été aussi présenté comme une voie facilitante pour des personnes qui occupent un métier parmi cette liste des métiers en tension. L'arrêté a mis plusieurs mois à être publié. C'est arrivé finalement après plusieurs mois d'attente, donc en mai 2025. C'est une liste qui est fixée par région et qui, dans la majorité des régions, ne correspond pas aux métiers réellement exercés par les personnes en situation irrégulière. Donc évidemment, il y a des situations qui vont pouvoir fonctionner, il y en a beaucoup d'autres qui vont en être exclues. Voilà, mais c'était pour vous donner les principaux éléments sur cette procédure qui a eu une certaine place dans les médias et puis aussi pour les personnes premières concernées. S'il y a des questions sur ce dispositif particulièrement, on pourra les prendre juste après. J'en vois juste là une dans le chat. Il y a une notion de temporalité d'emploi dans le métier en tension. Effectivement, comme pour toutes les procédures d'admission exceptionnelle au séjour, on articule à la fois un temps de présence en France minimal. Ici, il est de 3 ans. 3 ans de présence en France à justifier au moment du dépôt de la demande et 12 mois d'ancienneté dans l'emploi. Si vous avez d'autres questions, on pourra y revenir après. Une des difficultés aussi à signaler sur ce dispositif, c'est qu'il articule des nomenclatures professionnelles, à la fois le code FAP, famille professionnelle, et le code ROM, qui est le répertoire je ne vais pas dire de bêtises pour la suite, mais qui est un outil opérationnel utilisé par France Travail pour catégoriser les métiers. Et donc, l'usage de ces différentes nomenclatures n'est pas du tout évidente pour les personnes premières concernées, ni pour les personnes qui les accompagnent. Donc, c'est une des difficultés qui s'ajoute à la pratique effective et l'accès effectif à cette disposition. Excusez-moi. Oui. Oui, par rapport à ce que vous disiez, je suis dans le département de l'Eure, dans le 27, et effectivement, vous disiez que c'était discrétionnaire, à la discrétion du préfet. Nous, on vit une situation, même quand on présente tous les documents avec des personnes qui remplissent les conditions de ce texte, le préfet rejette presque systématiquement. Est-ce que dans ces cas, est-ce qu'il y a des recours possibles? On s'est organisé en fédération pour aller le rencontrer, pour rappeler ça. On voulait voir s'il y a des tuyaux, des arguments à sortir. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'ai entendu que il faut avoir 12 mois de présence dans l'emploi. Mais si on prend en compte les personnes que nous accueillons qui ne sont pas encore en emploi, est-ce qu'il y a
possibilité quand on a une promesse d'embauche dans le cadre de ces métiers en tension? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut soutenir? Et si oui, comment? Je ne sais pas si c'est clair à mes questions. C'est très clair. Alors, sur la première question, sur la possibilité de contester des décisions de refus par les préfets concernant des dossiers d'admission exceptionnelle au titre des métiers en tension, la difficulté, elle va se trouver dans le fait même que c'est une procédure discrétionnaire. Et donc, dans ce cas-là, quand la décision de l'administration est fixée sur la discrétion du préfet, le juge administratif a, lui, une marge de manœuvre pour donner un avis qui va différer de la préfecture, qui est moindre que dans une procédure qui n'est pas discrétionnaire. Si vous voulez, concrètement, quand un préfet va donner un avis sur une demande à titre discrétionnaire, le juge administratif va pouvoir vérifier la légalité de cette décision. Et cela étant fait, va pouvoir lui donner un avis différent de la préfecture et ensuite enjoindre au réexamen. Contrairement à une procédure dite de plein droit, je donnais l'exemple tout à l'heure des parents d'enfants français, où là, le juge administratif va vérifier là encore la légalité de la décision, va ensuite vérifier que les conditions sont remplies par la personne, et si l'avis diffère de celui donné par la préfecture, il va pouvoir enjoindre directement à la délivrance du titre, puisqu'on n'est pas sur une procédure discrétionnaire. Donc, la difficulté du contentieux dans le type de procédure qu'est l'admission exceptionnelle au séjour, c'est que les possibilités d'injonction par le tribunal administratif sont moindres que dans d'autres procédures. Donc, ça rend pas l'accès au recours ineffectif, mais il faut avoir conscience que les effets de la décision du juge administratif seront moins importants que dans le cas de d'autres demandes. Effectivement, de se constituer en collectif et d'alerter sur une situation de préfecture qui refuserait systématiquement tous les dossiers de demande d'AES, d'admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, ça peut être un levier assez important aussi, au même titre que de solliciter une rencontre avec cette préfecture et de lui signifier le fonctionnement de ce dispositif dans d'autres préfectures. Mais on reste sur un cadre, comme je vous le disais, qui est à la discrétion des préfets. Pour la deuxième question, qui était de savoir si une personne qui n'est pas dans l'emploi au jour de sa demande, est-ce qu'elle peut concrètement déposer ou pas? La réponse est non, malheureusement. Comme pour tous les dossiers de régularisation par le travail, il faut que la personne soit dans l'emploi au jour de sa demande. Ça veut dire qu'une Mais personne qui serait en formation avec une promesse d'embauche ou qui aurait été dans l'emploi pendant 12 mois, mais qui aurait malheureusement perdu son travail, mais qui pourrait quand même faire valoir 12 mois d'ancienneté, si elle n'est plus dans l'emploi au jour de sa demande, les conditions seront jugées non remplies par la préfecture et la demande sera rejetée. Mais alors, excusez-moi, en fait, là où on est confronté, c'est que les employeurs potentiels, ils disent, moi, pour vous recruter, il faut que vous soyez en situation régulière. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est, OK, je peux faire une promesse d'embauche. Du coup, la personne, comme elle est en situation régulière, ne peut pas, d'après les employeurs, après faire recruter. Donc, finalement, il faut trouver un employé qui prenne le risque de recruter quelqu'un qui n'a pas de papier. Ben oui, c'est toute l'ambivalence dont j'essayais de faire état tout à l'heure, c'est qu'on est dans une situation où la préfecture impose des preuves d'ancienneté dans l'emploi de la part de personnes qui n'ont pas le droit de travailler. Alors, dans ce cas-là, et c'est ce qu'on peut essayer d'expliquer aux employeurs, c'est que les personnes qui sont en situation de régularisation ne feront pas l'objet, suite à, par exemple, un contrôle de l'inspection du travail, de condamnation de leur part, mais c'est une situation qui est très paradoxale, très ambivalente et qui est compliquée à faire entendre aux employeurs. Effectivement, pour qu'une personne soit régularisée, il faut un employeur ou une employeuse qui accepte de se mettre en situation d'illégalité pendant un certain nombre de mois. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire entendre pour beaucoup. OK, merci. Je vais continuer un petit peu parce que le temps nous est compté. Et puis, s'il y a d'autres questions, on pourra y revenir. Donc, après avoir un peu... voilà, vous avoir présenté les principales voies de rétrécissement de la régularisation. L'autre dynamique importante à avoir en tête suite à la dernière loi immigration et puis aux circulaires qui ont suivi, c'est le renforcement des mesures de bannissement, et de surveillance.
Les principaux changements qui concernent l'éloignement depuis la dernière loi, c'est l'impact des mesures d'éloignement, et parmi elles, la mesure phare qui est l'OQTF. Donc, en synthèse, les OQTF durent plus longtemps, c'est-à-dire que la durée exécutoire des OQTF était auparavant d'une année. Cette durée exécutoire est maintenant de 3 ans. La durée exécutoire, c'est la période pendant laquelle la mesure peut être exécutée, comme son nom l'indique. Donc, ça veut dire concrètement la période pendant laquelle une personne, si elle a une OQTF exécutoire, peut être expulsée du territoire. Donc avant, c'était une durée exécutoire d'1 an, maintenant c'est 3 ans. Donc ça a quand même un changement assez important. Donc non seulement elle dure plus longtemps, elle concerne aussi plus de personnes. Il y a une stratégie de systématisation des mesures d'éloignement, notamment par la fin de ce qu'on appelait les catégories protégées. Auparavant, il y avait certaines catégories de personnes auxquelles on ne pouvait pas donner d'OQTF, notamment les personnes familles de Français, les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans, pour vous donner des exemples. Ces catégories protégées n'existent plus. Il y a quand même une prise en compte barrière, comme on pourrait dire, de la vie privée de la personne en France avant de mettre à exécution une mesure d'éloignement, mais on voit bien que du coup, la partie discrétionnaire et l'appréciation individuelle prend le pas, là où avant, on avait vraiment des personnes qui étaient protégées contre ces mesures. Les seules personnes qui aujourd'hui sont protégées contre l'éloignement en France sont les mineurs. Donc, plus longtemps, plus de personnes, et elles ont des effets plus forts, notamment la création d'une possibilité de refuser un titre de séjour du seul fait de la présence d'une ancienne OQTF. Une ancienne OQTF, ça veut dire une OQTF qui a plus de 3 ans, qui n'est plus exécutoire, donc une OQTF dont on ne pourrait plus, qui ne pourrait plus être utilisée pour concrètement expulser une personne, mais l'existence même de cette ancienne mesure d'éloignement peut permettre à la préfecture de refuser un titre de séjour. La seule restriction à cette disposition, c'est les cas où les personnes présentent des éléments nouveaux dans leur situation, sauf que la définition d'éléments nouveaux est très vague, est très instable en droit, et on sait que dans la réalité, va faire l'objet d'appréciations différentes entre les préfectures. Il y a des préfectures qui vont accepter qu'un élément nouveau soit constitué par tel ou tel élément, un état de santé qui a changé, une vie familiale qui a changé, là où d'autres préfectures vont trouver que ça ne suffit pas à constituer un élément nouveau, et donc vont simplement refuser le titre de séjour du fait de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. C'est aussi un élément important de renforcement des effets des mesures d'éloignement. Et enfin, l'autre dynamique dont je voulais vous faire état, c'est la menace à l'ordre public, qui est un outil qui prend une place vraiment prépondérante au sein de l'administration pour refuser, retirer des titres de séjour. La menace à l'ordre public, c'est une notion juridique là aussi très instable, qui a une définition en droit pénal, qui n'a pas de définition en droit administratif, et qui fait donc l'objet d'une appréciation très différente en fonction des préfectures. C'est une notion juridique valise qui va permettre à certains préfets de refuser des titres de séjour, d'en retirer parce que la personne constituerait une menace à l'ordre public. Cette menace à l'ordre public, elle peut être constituée par des faits qui sont sur un spectre extrêmement large, allant de la contravention sur la voie publique, de l'outrage à agent, de la conduite sans permis, à des faits pénalement répréhensibles bien plus graves. Donc ce spectre, il a la problématique de ne pas être défini, de ne pas être encadré, et donc là encore d'induire une appréciation discrétionnaire de la part des préfectures qui ne fait qu'augmenter. Donc c'était la dernière notion qui nous paraissait importante d'aborder parmi ces dynamiques suite à la dernière loi et au dernier texte réglementaire. Et je vais donc laisser la parole à Claudia qui va vous donner plus d'informations sur les niveaux de langue. Bonjour, je ne sais pas si vous m'écoutez bien. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend d'un tout petit peu de quelque chose de minime. Mais bon, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de cette intervention et merci encore de nous donner la possibilité
de pouvoir vous éclairer vos connaissances et en tout cas les réponses, pardon, les questions que vous aurez autour de cette question de l'immigration et des conséquences de la loi du 26 janvier 2024 qui a vraiment beaucoup complexifié la situation des personnes étrangères en France. Elle était déjà compliquée. Ça fait longtemps qu'on adopte des nouvelles lois pour rétrécir les droits, pour lutter contre la soi-disant immigration clandestine, pour lutter contre le travail illégal. Et à chaque fois, on se trouve devant la même situation, devant les mêmes discours, devant les mêmes paroles, sauf que quand même, on n'est pas dans la même situation de violence et de répression parce que là, elle s'accroît de plus en plus. Concernant les niveaux de langue, alors, je crois que je ne vous apprends rien. D'une part, quand on parle, en fait, l'exigence de la langue est faite sous l'argument de l'intégration des personnes étrangères. Là, bien évidemment, on ne peut que applaudir cette question. Bien évidemment, les personnes étrangères, si elles apprennent la langue, elles seront intégrées, elles pourront défendre leurs droits, elles pourront être davantage autonomes, etc., etc. Sauf que on se rend compte au fur et à mesure des années de la réglementation et des pratiques, que finalement, ce n'est pas tout à fait l'intention des pouvoirs publics, ce n'est pas tout à fait la volonté d'intégrer les personnes étrangères, mais plutôt de procéder à une discrimination, cela peut paraître paradoxal. Mais en tout cas, je vais essayer de vous démontrer pourquoi je dis ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi, la CIMAD, et ensuite on va vous donner aussi certains liens en fait. Alors, donc on exige une condition de connaissance de la langue française depuis déjà plus de 20 ans. Cela est prévu dans la réglementation, sauf qu'au fur et à mesure des années et des réformes, on a augmenté aussi les niveaux exigés de connaissances. Avant la loi du 26 janvier 2024, et je vais assez vite donc, il y avait l'exigence, et ça existe depuis déjà aussi de nombreuses années, l'exigence de signer, notamment pour les primo-arrivants et ensuite pour les autres, la possibilité de le faire dans le cadre du renouvellement des titres de séjour. Donc pour les primo-arrivants, obligation de signer ce qu'on connaît sous le nom de contrat d'intégration républicaine, au sein duquel il y avait deux obligations. Obligation de suivre une formation civique, apprendre qu'est-ce que c'est les principes de la République, les principes et les valeurs de la République. Petit aparté, on pourrait faire une enquête de combien de personnes françaises savent ce que c'est les principes et les valeurs de la République, mais bon, fermons la parenthèse. La formation civique et la formation linguistique. Et jusque-là, l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, a assuré les parcours d'intégration et les personnes qui signaient les contrats. Donc, elle offrait, elle offrait la possibilité, comme les étrangers, les personnes étrangères sont obligées de signer les contrats, donc c'est elle qui mettait en place plutôt l'organisation des formations. Et jusqu'à la loi, les personnes étrangères devaient être assidues, régulières, au cours à la fois des formations civiques, à la fois linguistiques, et à la fin des cours, il y avait une attestation d'assiduité, ce qui devenait quand même quelque chose de très important si la personne voulait se voir renouveler son titre de séjour. Donc, vous voyez qu'on commence quand même à sortir un peu de ces cadres d'intégration plutôt pour imposer la question de la langue et pas la formation de la langue. Il faut dire que